Thanks to everyone for joining the webinar today. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui. Le peuple autochtone et communauté locale. Nous avons donc des services d'interprétation en français et en espagnol. Je vais donc donner la parole à Pita. Great. Thank you so much, Nick. Merci beaucoup, Nick. Nous allons donner quelques minutes. Je peux voir qu'il y a des collègues qui sont toujours en train de se connecter. Avant de commencer, je voudrais donc que tout le monde puisse se connecter au service d'interprétation. En bas de votre écran, vous serez en mesure de voir un icône écrit interprétation. Si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner soit l'anglais, le français ou l'espagnol en vous demandant de le faire maintenant. Nous avons un certain nombre d'intervenants qui vont présenter en espagnol ou en français. Je vous demande donc aux collègues anglophones de bien vouloir choisir le canal anglais, à moins que vous parliez les trois langues. Si vous avez des problèmes, Mariana a donné des consignes dans le chat. Merci beaucoup. Merci, Peter. Avant de commencer la réunion, je voudrais donner la parole à M. Mburu qui va donc nous faire la prière. J'espère qu'il est connecté. Hein? En fait, il n'est pas connecté. Est-ce que vous voulez donc nous faire la prière? Alors, je vais faire donc une brève prière. Et nous allons commencer. Là, il parle dans sa langue maternelle. Amen. Donc, brièvement, bienvenue donc à chacun. Merci d'avoir pris le temps de participer à ces webinaires. Et nous allons donc donner le contexte pour cette réunion. Donc, nous va nous parler de l'évaluation sur le changement transformateur. Le travail qui a eu lieu depuis 3 ans, nous allons donc voir les conclusions vis-à-vis de cette initiative. Vous pouvez donc poser des questions, soit directement ou les écrire dans le chat. Nous allons donc y répondre. Et sur ce, maintenant nous allons présenter les objectifs de cette réunion. On demande donc à ce que vous puissiez couper votre micro si vous voulez faire un commentaire. Vous pouvez donc le faire à un moment donné, mais vous pouvez également utiliser le chat. Utiliser le chat pour toutes les questions, les objectifs. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter le processus et la conclusion de cette évaluation sur le changement transformateur, réfléchir sur la manière dont ces conclusions peuvent être utilisées pour les peuples autochtones, communautés locales, partager les expériences ou les préoccupations des peuples autochtones, communautés locales vis-à-vis du changement transformateur et de discuter les liens avec les décideurs politiques et de soutenir le processus, de s'assurer que les politique, bien sûr, cadre avec les besoins des peuples autochtones et communautés locales au niveau de ce processus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'agenda
C'est simple. Il y a donc l'ouverture, la présentation, il y aura donc une présentation sur l'évaluation suivie d'une discussion, ensuite les réflexions, un certain nombre d'exemples donnés par les peuples autochtones, communautés locales. Et il y aura également une discussion avant de clôturer le webinaire. I'm now going to hand over to Yesenia. Alors, je vais maintenant donner la parole à Yesenia Hernandez pour le mot d'ouverture, pour la présentation à cette évaluation. C'est le coprésident sur le groupe de travail sur le savoir autochtone et local. Je lui donne la parole. Hi everybody. And actually, Bonjour à tous. Yesenia envoie ses excuses. Elle est en retard. Je vais donc faire l'introduction. Je m'appelle Peter Bates. Je travaille pour l'unité de soutien technique. Alors, au contexte, IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Il s'agit bien sûr d'un organe indépendant intergouvernemental créé par les États membres en 2012. Et il y a donc 147 membres. Et je crois que pour l'instant, il y a 149. Il y a d'autres pays qui ont adhéré. Il y a l'Islande qui vient de se connecter. L'objectif, c'est de renforcer l'interface science politique pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et pour le bien-être durable et le développement durable. Diapositive, brièvement. C'est quoi une évaluation IPBES? Il s'agit d'un certain nombre de produits qui sont produits par IPBES. Il s'agit des revues des évaluations, des informations existantes qui peuvent inclure la science et le savoir autochtone et local. C'est sur une thématique spécifique, par exemple, l'utilisation durable de la faune sauvage ou des valeurs de la nature. Cela peut être sur une zone géographique spécifique. Ça peut être sur l'Afrique, l'Asie-Pacifique ou une évaluation mondiale. Nous allons donc bientôt avoir une deuxième évaluation mondiale qui va commencer bientôt. Ils sont écrits par un groupe multidisciplinaire, à peu près 100 ou 150 auteurs, et sont des évaluations qui sont faites sur 2 ou 3 ans. Cela fournit donc des options permettent donc aux décideurs de prendre des décisions éclairées. Donc cela prend des informations de différentes sources. Cela permet de donner donc une base d'informations pour les décideurs partout dans le monde. Ça peut être des décideurs politiques, ça peut être des décideurs sur le plan communautaire. Il est important donc de donner toutes ces actions et ces informations sur le bien-être de la biodiversité et des êtres humains. Ici, vous avez donc un certain nombre d'évaluations qui ont été faites, un certain nombre d'évaluations en cours. Je voudrais donc, on va vous donner donc ces diapos après pour dire que au niveau des évaluations en cours, il y a les affaires de la biodiversité, le suivi de la biodiversité, la planification spatiale et ensuite la deuxième évaluation mondiale qui va commencer bientôt. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'évaluations sur différentes thématiques. Et maintenant, l'IPBES et le savoir autochtone et local. Donc, l'IPBES reconnaît donc l'importance de ce savoir vis-à-vis de l'utilisation et la conservation durable des écosystèmes. Cela reconnaît également l'importance de la participation des peuples autochtones, de communautés locales. Alors, nous travaillons donc avec ce savoir. Cela est ancré dans les livrables d'IPBES. Nous avons donc un groupe de travail sur le savoir autochtone et local. Il s'agit de beaucoup d'experts autochtones eux-mêmes et nous développons des méthodologies de travail. Ce travail donc soutenu par l'unité technique sur le savoir
autochtone then IPBES et also has an locale approach basée à working Paris, with and où je working travaille. with Il y a donc une ILK, approche which pour was approved reconnaître et by member travailler states sur in le savoir 2017, autochtone and there's a et methodological local guidance approuvé on par les working États with membres en ILK, 2017. Il y a which également supports un that, guide the méthodologique implementation of that qui approach. soutient donc la We're mise always en œuvre de developing, cette we're approche. always Nous learning. So développons every new activity, every new toujours des assessment, approches en we're always apprentissage. learning and trying À to chaque fois qu'il y a improve une what we nouvelle what we're évaluation, une doing. nouvelle activité, nous essayons d'améliorer le travail que nous faisons. Great. And I will Très bien. finish there and happily turn back to Nick. Thank you so much. Je vais donc m'arrêter là, redonner la parole à Nick. Merci à toutes et à tous. Oh, you're muted, Nick. Nick, votre micro, allumez votre micro. Nick, I don't know if you can hear me. You're on mute. Nick, je ne sais pas si vous êtes en mesure de m'entendre. Merci beaucoup, Peter. Je vais donc donner la parole à Georgie Carignon, qui va donc vous faire l'introduction sur les centres de distinction sur le savoir autochtone et local. Merci, Nick. Bienvenue à tous les participants à ce webinaire très important. Je vais donc donner donc une introduction au centre de distinction sur le savoir autochtone et local. La diapositive, s'il vous plaît. Avec la création de l'IPBES, nous sommes réunis. Nous avons réuni différents experts, professionnels, peuples autochtones pour travailler sur cette initiative. Il y a 14 organisations autochtones et réseaux de nationalité. Vous pouvez les voir au niveau de la carte. On voulait promouvoir l'intégrité, la valeur du savoir des peuples autochtones, communautés locales, de la science et la politique. Nous avons donc créé ce centre de distinction au niveau de la 4e réunion plénière de l'IPBES en 2016. Cela a commencé donc une discussion au niveau de l'IPBES sur leur reconnaissance de peuples autochtones, communautés locales. Mais au niveau de l'IPBES, il y a également le travail que nous faisons en étroite collaboration avec différents autres acteurs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, que font ce centre? Comme on l'a dit, nous travaillons avec les participants au niveau des plénières, au niveau des différentes autres activités, en facilitant, en améliorant leur participation au niveau des différentes activités de l'IPBES. Nous promouvons le dialogue entre les membres ainsi que l'IPBES au niveau des différentes activités. Nous soutenons donc la dissémination d'informations, de ressources sur les produits IPBES, par exemple ce que nous allons faire aujourd'hui. Et cela nous permet donc d'améliorer l'utilisation de ces produits. Nous réunissons les membres d'IPBES chaque fois que nous avons une réunion. Nous valorisons bien sûr la diversité et la contribution des peuples autochtones et communautés locales. Au niveau de ce centre, nous soutenons donc la recherche communautaire participative au niveau des membres. Par exemple, nous avons donc eu un atelier sur la transmission de savoir intergénérationnel. Et cette année, il y aura également un atelier sur la redynamisation des systèmes alimentaires autochtones. Finalement, je voulais tout simplement vous parler un petit peu du travail que nous faisons et les contributions que nous faisons au niveau de l'IPBES et pour le soutien politique pris de décision. Nous faisons des propositions. Après l'examen des projets de documents, nous faisons également des déclarations au niveau de plénière. Nous respectons les principes de consentement libre et préalable dans le cadre de notre travail avec le savoir autochtone et local. Nous organisons des webinaires thématiques. Nous avons également différentes publications, par exemple, les perspectives et les expériences des peuples autochtones, communautés locales sur les espèces envahissantes. Nous avons également une publication qui s'appelle « Semer les graines de la sagesse ». Nous avons également un bulletin d'information régulière.
qu'on appelle des options autochtones. Voilà. Donc, bref, le travail que nous faisons dans le cadre de l'IPEL. Merci beaucoup. Back to Nick. Nick, je vous redonne la parole. Thank you, Joji. Merci, Joji. I'd now like to hand it over Maintenant, to je voudrais donner Karen la O'Brien, parole who was one of the à co-chairs Karen, of the qui Transformative Change était assessment. l'un So, des Karen, over to acteurs au you. niveau de ce travail sur le changement transformatif. Merci, Nick. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous avons l'honneur de vous présenter donc cette évaluation. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Nous aurions commencé en remerciant tous ceux qui ont participé à ce travail sur l'évaluation du changement transformateur. Il s'agit des auteurs contributeurs, des participants au dialogue, aux ateliers, le groupe de personnes qui ont contribué donc à des ressources, ainsi que ceux qui ont apporté des commentaires, ainsi que l'unité de soutien. Donc, nous avons donc travaillé avec ces acteurs dans le cadre de cette initiative. Si vous voulez bien passer à l'initiative. Il s'agit en fait de l'évaluation thématique des causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité et des déterminants du changement transformatif et des options pour la réalisation de la vision 2050. On appelle tout simplement le changement transformateur. Cette évaluation a été faite à partir de 2021 jusqu'en 2024. Il y avait donc trois coprésidents et sont un auteur. Les autres coprésidents une équipe de sont aux États-Unis. Nous avions donc une équipe de 3 coprésidents et 101 auteurs avec plusieurs scientifiques et chercheurs multidisciplinaires. Les objectifs de l'évaluation sont d'évaluer les différentes visions, les scénarios et les voies vers un monde durable, dont les visions des PACL. Nous voulions aussi évaluer comment les changements transformateurs peuvent se présenter et quels sont les obstacles et comment nous pouvons les surmonter. Aussi, les stratégies et les options d'action pour favoriser, accélérer et maintenir le changement transformateur. L'évaluation comprend un résumé pour les décideurs politiques où on présente certaines des conclusions et aussi 5 chapitres. Le premier chapitre, le changement transformateur et un monde durable, qui donc schématise l'évaluation et nous aide à conceptualiser ce document. Un deuxième chapitre, vision d'un monde durable pour la nature et les gens. Troisième, comment se présente le changement transformateur, surmonter les défis, c'est le chapitre numéro 4. Et 5, réaliser un monde durable pour la nature et les peuples. Moyens pour les stratégies transformateurs, les actions et les rôles pour tous. Tous ces chapitres sont en train d'être finalisés, révisés et seront bientôt disponibles sur le site web d'IPBES. Ce sont les 5 chapitres où on a travaillé très fort pour démontrer comment le changement transformateur se présente et comment on peut le réaliser afin d'atteindre la vision de 2050. Les méthodes pour travailler avec les connaissances traditionnelles sont très importantes. Nous avons utilisé plusieurs méthodes. Nous avons un groupe d'auteurs qui assurait que les connaissances traditionnelles et locales seraient inclus dans les chapitres. Nous avons inclus des questions d'orientation pour les connaissances locales et traditionnelles pour chaque chapitre. Nous avons aussi fait une révision de la bibliographie et d'autres documents sur les connaissances traditionnelles et locales, les rapports communautaires, les œuvres d'art. On va vous les présenter. On avait aussi des auteurs contributeurs, dont des auteurs autochtones qui ont écrit certaines parties du texte, dont par exemple les visions du futur dans le chapitre 2 et plusieurs études de cas. Il y avait un grand nombre d'études de cas qui ont été inclus dans l'évaluation. Ensuite, il y avait aussi un appel en ligne pour des contributions et on a recueilli des documents sur ce thème de partout au monde.
Les méthodes. On a tenu aussi 3 ateliers de dialogue à des moments clés pendant le processus. D'abord, un atelier à Bonn, en Allemagne, pour schématiser l'évaluation et les concepts clés en juin de 2022. Deuxièmement, après les premières ébauches, on s'est réunis à Laetitia en Colombie afin de relire les premières ébauches. Il y a eu un 3e atelier en décembre de 2023 à Agadir au Maroc pour lire les 2e ébauches. Et les rapports de tous ces ateliers se trouvent sur le site web et représentent aussi des intrants à l'évaluation. Je vais vous présenter les messages clés du résumé des décideurs politiques. Je vais donc présenter la première partie pour ensuite donner la parole à mes collègues. Résumé pour les décideurs politiques contient les messages clés et les informations contextuelles extraits de tous les chapitres d'évaluation adoptés par la plénière de l'UBES en décembre de 2024. Nous l'avons séparé en 3 volets. Première partie, le changement transformateur est urgent, nécessaire et difficile mais possible. B, les stratégies et les actions pour le changement transformateur. Et ensuite, un autre auteur va parler de habiliter ou rendre possible le changement transformateur, les rôles pour tous. Le résumé pour les décideurs politiques est maintenant disponible sur le site web dans les 6 langues de l'ONU. Au lien que vous voyez ici. Le changement transformateur est nécessaire, urgent et difficile, mais possible. Alors, voilà donc le début de l'évaluation. C'est le point de départ. L'une des principales conclusions, c'est qu'il est urgent de le faire et le potentiel est là. Suivante, s'il vous plaît. Donc, l'un des messages clés porte sur la nécessité et l'urgence d'aborder les crises interconnectées associées avec la perte de la biodiversité, le déclin de la nature et l'effondrement projeté des fonctions écosystémiques clés. Donc, c'est le point de départ. C'est que nous sommes face à de multiples crises interreliées. Suivante. Donc, dans l'évaluation, nous avons défini le changement transformateur comme des changements fondamentaux et systémiques dans les perspectives, les structures et les pratiques. Donc, nous pouvons aussi identifier le changement comme qui permettent de répondre aux causes profondes de la perte de la biodiversité. Nous devons reconnaître et aussi renforcer les perspectives, les structures et les pratiques qui sont déjà alignées avec la génération d'un monde juste et durable, dont les pratiques et les structures de plusieurs peuples autochtones et communautés locales. Ce n'est pas tout le monde qui doit changer afin d'effectuer le changement transformateur. C'est une conclusion sur laquelle nous voulons insister. Mais nous devons aussi indiquer, et c'est l'une des innovations de l'évaluation, c'est que l'on veut cerner les causes profondes de la perte de la biodiversité, ces patterns persistants, sous-jacents. Les 3 qui sont identifiés dans l'évaluation sont la césure entre la nature et les personnes, et la domination de la nature par les personnes, la concentration du pouvoir et de la richesse et la priorisation des gains à court terme et individuels. Suivante.
Ensuite, la question est comment? Comment peut-on aborder ces causes profondes et avancer, faire avancer la transformation? Donc, il y a 4 principes qui peuvent nous permettre de répondre à la perte de la biodiversité. L'équité et la justice, le pluralisme et l'inclusion. C'est-à-dire, il faut inclure différentes personnes, différents types de personnes, différents types de croyances et de principes. Troisième principe, les relations entre les êtres humains et la nature respectueuses et réciproques. Il faut aller vers les valeurs de responsabilité et d'intendance. Et ces points ont été rehaussés à plusieurs reprises dans tout notre travail avec les PACL. Quatrième principe, l'apprentissage et l'action adaptive. Donc, car il y aura des surprises en cours de route et il faut donc être prêt à répondre. Nous avons 5 principaux défis ou englobants qui ont été identifiés. Donc, des relations de domination sur la nature et les peuples, surtout les relations qui sont ressorties des époques coloniaux et qui sont incohérents et incompatibles avec les valeurs des PACL. Deuxièmement, les inégalités économiques et politiques. Troisièmement, les politiques inadéquates et les institutions qui ne font pas l'affaire. Quatrièmement, la consommation non durable et les patterns de production non durables, dont les habitudes individuelles. Cinquièmement, l'accès limité aux technologies nécessaires. Nous avons donc identifié 6 approches qui permettent d'accélérer le changement transformateur. Nous reconnaissons le rôle des connaissances locales et traditionnelles ou autochtones là-dedans. Il faut donc améliorer et il faut intégrer vraiment ces connaissances dans notre approche structurelle. Et finalement, nous reconnaissons qu'il est important de mettre ensemble les différentes approches et les systèmes de connaissances, dont les connaissances locales et autochtones, afin de favoriser des stratégies et des actions pour le changement transformateur. Cela comprend les philosophies, les éthiques de soins, la réciprocité, les valeurs et les pratiques. Cela nous permet donc de voir comment le changement transformateur peut se mettre en œuvre pour atteindre un monde juste et durable. Je vais donner maintenant la parole à ma collègue Victoria Reyes Garcia. Merci. J'ai été l'une des contributeurs au chapitre 5 sur les stratégies du changement transformateur. Je vais donc parler des stratégies et des actions pour le changement transformateur. Suivante, s'il vous plaît. Donc, l'évaluation reconnaît 5 stratégies pour faire avancer le changement transformateur. Ce sont les stratégies qui sont alignées ou harmonisées avec le cadre de l'évaluation mondiale. Première stratégie, conserver et régénérer les lieux de valeur pour la nature et les personnes. Donc, il faut restaurer la nature à des endroits où elle a été perdue. Deuxième stratégie, renverser les moteurs, c'est-à-dire effectuer les changements systémiques dans les secteurs les plus responsables du déclin de la nature. Troisième message, transformer les systèmes économiques pour la nature et l'équité. Stratégie numéro 4, transformer les systèmes de gouvernance pour les rendre plus intégrés, inclusifs, imputables et adaptables. Cinquième stratégie, changer les valeurs et les perspectives de la société afin de reconnaître et prioriser les interconnexions entre les êtres humains et la nature. Donc, en examinant
comment ces stratégies et ces actions peuvent se mettre en branle. Nous devons donc comprendre que la co-création et la collaboration peuvent être intégrées à toutes ces stratégies. Dans la prochaine, s'il vous plaît, je vais parler de la première stratégie d'abord sur la conservation des lieux. L'une des actions que l'on mentionne, c'est la conservation qui comprend l'intendance durable, entre autres par les PACL. Il faut donc faire la conservation autrement, en intégrant des approches, entre autres, bioculturelles, en reconnaissant que les peuples autochtones gèrent ou ont des droits fonciers sur environ 40% des aires protégées et les paysages écologiquement intacts dans 87 pays. Donc, il sera peut-être nécessaire d'ajuster la législation nationale et d'autres processus de gouvernance afin de refléter et protéger les droits, les connaissances et les systèmes de gouvernance des PACL. Cinquième stratégie, changer les perspectives et les valeurs dominantes de la société. Il faut donc le faire en reconnaissant et en promouvant les perspectives et les valeurs qui mettent l'accent sur les soins, la réciprocité et l'harmonie avec la nature et la terre-mère. Nous avons élaboré ce graphique qui présente des exemples de perspectives et de valeurs dans le monde qui sont contraires à cette autre approche dominante. Ici, on vous explique certains contextes et c'est très important. Nous avons essayé d'intégrer du texte, d'intégrer les concepts et le langage exprimé dans d'autres langues, peut-être. Nous essayons de présenter ces idées sur les connexions avec les oiseaux, la nature, qui reflètent les valeurs et les perspectives, les cosmovisions de certaines cultures. Il faut donc le faire. Suivante, s'il vous plaît. Tout cela se trouve dans l'évaluation. Nous avons essayé aussi d'apporter ces idées et de les intégrer dans notre travail. Je vais donner la parole à Nick pour parler de cela. Turning back on the video. I think one of the values of the artwork was it showed l'une des valeurs de l'art dit que nous pouvons donc puiser dans différents bassins de connaissances et d'informations. Ce n'est pas que des sources qui proviennent du monde universitaire. Voici un exemple. Nous avons un exemple ici où on passe du monde physique au monde spirituel. C'est un exemple d'autres façons d'exprimer les connaissances et les relations à la terre-mère. Donc, nous essayons donc d'intégrer d'autres façons de savoir, d'autres système de connaissances afin de rejoindre un public très large. Donc, il y a des langues, des images qui peuvent aussi nous aider à intégrer d'autres formes de connaissances. Nous avons aussi
travailler ou identifier une action qui est importante pour effectuer le changement transformateur. C'est la co-création de la connaissance et la reconnaissance de formes plurielles, connaissance de perspectives et de valeurs. Des exemples exemples sont la considération des connaissances ancestrales incarnées, expérientielles, et les perceptions et perspectives non humaines dans la prise de décision sur la conservation. Il s'agit, entre autres, de décoloniser l'université afin de faire de l'espace pour les connaissances locales et autochtones. Donc, quand on met l'accent dans la coproduction des connaissances sur les principes clés, toutes ces initiatives doivent, entre autres, reconnaître le consentement donné librement au préalable et en connaissance de cause, le droit coutumier, les droits de propriété intellectuelle, la gouvernance des données et autochtones et le renforcement des capacités pour l'utilisation de la technologie. Tout cela donne donc un potentiel de transformation assez puissant. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue pour présenter ce qui reste. Donc, c'est Sébastien. Merci, Vicky. Je m'appelle Sébastien Villasante. Je suis de l'Argentine, mais je travaille ici en Espagne. Je suis l'un des coordinateurs du chapitre 2 de l'évaluation du changement transformateur qui base sur la vision du travail durable. Et je suis ravi de parler au nom de notre équipe qui travaille sur ce thème. Comme Karen a dit, on a vu que différents acteurs et secteurs peuvent donc jouer un rôle important pour contribuer donc au changement transformateur. Et pour nous, nous allons également voir comment réaliser nos ambitions, s'assurer bien sûr que les êtres humains et la nature puissent coexister, voir quelles sont les valeurs et les différents points de vue qui doivent être pris en compte pour réaliser ces avenir. Au niveau du chapitre 2 de l'évaluation, nous montrons qu'au niveau de recueil de ressources de différents experts autochtones ou des scientifiques autochtones dans le monde et au niveau des différentes bases de données qui prennent en compte plus de 390 cas, nous avons vu qu'il y a des visions qui font la promotion de savoir autochtones et local qui sont associés avec les résultats positifs socio-économiques. Diapositive suivante. Au niveau de l'évaluation, nous avons également vu qu'au niveau de l'analyse de plus de 881 visions, il y a 5 thématiques clés. Tout d'abord, les économies régénératives et circulaires. Numéro 2, l'autonomisation des droits communautaires. Ensuite, la santé, de la biodiversité et de l'écosystème. 4, lien spirituel entre les êtres humains et la nature. Et 5, technologie commerciale novateur. Nous avons vu également qu'il est important d'avoir des efforts importants du point de vue de la considération du savoir autochtone et local, de façon à pouvoir réaliser donc, un avenir positif. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Well, we also argue in the assessment that transformative Au niveau de change l'évaluation, nous avons vu que le changement transformatif therefore to achieve it porte requires the sur whole of tout le système. society Pour and a réaliser whole of cela, il est government important approach d'avoir une approche that engage pan-sociétale, all actors and pan-gouvernementale, sectors in the society impliquant which différents will acteurs, contribute to différents secteurs pour collaboratively to contribuer transformative change. au And changement here we have some of the transformateur. Nous avons donc un certain nombre d'exemples in the que vous case allez study trouver database and in au the niveau whole des études de assessment with the cas, materials au that we niveau collected so des far différents, when the assessment de will l'évaluation be plutôt, public available. que vous serez donc en Next mesure slide, de voir please. une fois que l'évaluation sera publiée. Governments are one of the key Les actors. gouvernements They are really powerful sont enablers l'un of des transformative change facilitateurs les when, plus according to the importants du assessment, changement foster transformatif. policy coherence, Ou they lorsque, par enact exemple, and ils font la enforce strong promotion de la cohérence regulations and politique, deploy innovative lorsqu'ils economic and mettent fiscal en œuvre tools des to eliminate and phase réglementations out plus or fortes, lorsqu'ils reform déploient environmental harmful des subsidies, as outils well as économiques et to fiscaux promote novateurs, lorsqu'ils international éliminent cooperation. In each of the ou slides, you can see some of the qu'ils examples mettent that we have des, been des, 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 identified des through subventions these 3 years. nocives. The Et work of the lorsqu'ils font la assessment includes to promotion de la identify coopération key internationale, voilà donc un certain examples in nombre which the role d'éléments que of nous avons donc regions, identifiés communities, and vis-à-vis le business people rôle are really des essential gouvernements to trigger transformative change. Next one. pour avoir donc le changement transformatif. Civil society also plays a key Alors, la role société in civile acting joue également un rôle actively important advocating for protecting pour biodiversity militer and sur la nature and protection transformative de change. la And biodiversité this à map travers illustrates le the changement critical role big transformateur. Cette social carte movement montre play donc in le rôle important challenging direct que drivers of biodiversity loss and ces fostering acteurs jouent transformative change, pour including limiter in la areas perte with de la high priority for biodiversité au conservation. And niveau here we des show the spatial zones distribution of more de than grande priorité pour 2,800 la social protection de la mobilizations against biodiversité activities damaging nature. And you can et see voir three comment lutter anchors contre of les the activités analysis in nocives. the assessment. Vous In pouvez the donc square shape, you can see voir qu'au social niveau movements de cette resulting in regressive carte, outcomes, like, for on example, peut violence, voir criminalization, or failed court la decisions. violence, la pénalisation des différentes activités faites par les peuples autochtones, les communautés reformist outcomes such as environmental improvements or locales. technical solution. And finally, the triangle shape Finalement, on peut voir également le mouvement social qui peut nous permettre d'avoir un changement transformateur à travers l'élimination des différentes activités nocives pour la nature. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. La société civile, l'initiative de la société civile, les initiatives également des militants pour la protection de l'environnement sont très importants. Alors, ces acteurs ont fait face à la violence, ils ont vu leurs droits violés. Nous avons montré au niveau de l'évaluation que plus de 2000 militants ont été tués entre 2012 et 2022 et un tiers de ces personnes sont des peuples autochtones. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Alors, le secteur privé est également un acteur clé qui peut apporter le changement transformatif. Donc, que les politiques cohérentes, les initiatives commerciales du secteur privé peuvent également influencer positivement le développement socio-économique et cela peut soutenir le changement transformatif également. Toutefois, nous montrons également que le potentiel, ou ces acteurs plutôt ont le potentiel de saper le droit et les intérêts des peuples autochtones des communautés locales et des groupes marginalisés. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Finalement, nous allons clôturer cette présentation avec l'identification d'un certain nombre d'écarts vis-à-vis le savoir que nous avons identifié. Il y a donc un résumé, le développement de matrices et des indicateurs sur la base des différents systèmes de savoir, du point de vue des valeurs. Un autre écart, c'est le processus participatif dans le développement de la vision. Il existe un certain nombre d'écarts
comprendre comment ces visions sont développées et qui ne prennent pas en compte différents contextes culturels. Le processus de participation ne prend pas en compte entièrement le peuple autochtone et les communautés locales. Ces communautés ne sont pas reconnues dans le développement et l'évaluation de ces processus. Et il y a également les relations scientifiques qui ne sont pas intégrées au niveau des différents systèmes de savoir dans ce processus d'apprentissage transdisciplinaire. Il y a également car en termes d'imagination, mais également la dimension socioculturelle, la manière dont différentes cultures, les sociétés envisagent les avenirs positifs vis-à-vis des humains et la nature. Je vous remercie et je passe la parole soit à Unique ou à Peter. Merci beaucoup, Sébastien. Merci également, Karen, et à Victoria pour cette présentation riche. Je donne la parole à Willy qui va donc faciliter la session questions-discussion. Si vous voulez bien prendre la parole. Merci, Nick. Alors, je suis membre du groupe de travail sur le savoir autochtone et local. Il y a donc un certain nombre de questions dans le chat. Et un certain nombre de questions ont déjà trouvé réponse de la part des auteurs. Donc, tout le monde doit apporter des commentaires ou poser des questions. Il faudra donc demander aux auteurs et aux membres du groupe de travail de m'aider à faire le suivi des questions qui sont posées. Je voudrais passer la parole à Simon Mitambo, qui a posé une question, mais qui a déjà trouvé une réponse. Il a une autre question. C'est une question à Victoria. Il s'agit d'une question générale. Pourquoi est-ce que nous séparons les êtres humains de la nature? Les humains, est-ce qu'ils ne font pas partie de la nature? Merci. C'est une belle question. Et ça, c'est l'un des écarts que nous avons donc identifié, cette idée qu'il y a donc un décalage entre les êtres humains et la nature. Et nous connaissons, ou plutôt nous savons, que c'est un élément très important. Quelquefois, cela est exprimé de cette manière au niveau de l'évaluation. Nous essayons de tisser ce lien, que les êtres humains font partie de la nature. Il est important de reconnaître qu'au niveau des textes, quelquefois, cela ne ressort pas clairement. Et nous reconnaissons qu'il y a un lien direct entre les êtres humains et la nature. Et merci beaucoup de nous avoir rappelé ceci. Ferons attention prochainement. Merci, Vicky. Rebecca Nesli, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que les valeurs autochtones contribuent également à cette initiative de conservation? Il y a également le danger de perpétrer cette activité qui ne fait pas qu'on ne prenne pas en compte les valeurs de la nature, ce qui risque bien sûr de se solder négativement sur les différentes initiatives qui sont entreprises. Je voudrais donner la parole à Karen. Je peux répondre à cette question. Et cela va rebondir sur ce que Vicky vient de dire. Comment est-ce que donc nous pouvons lier cela, avoir des liens étroits entre les êtres humains et la nature? Cela, bien sûr, est lié à l'évaluation que nous avons faite donc il y a un certain nombre d'années. Parce que les êtres humains, ils font partie de la nature, nous vivons avec la nature. Lorsque nous reconnaissons que les êtres humains font partie de la nature, il est important de voir la manière dont nous pouvons bien sûr prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir conserver et faire la promotion de la protection de la nature.
Alors, de mon point de vue, l'éducation, c'est l'un des éléments les plus importants qu'il faut prendre en compte. Les différents acteurs doivent nous aider donc à sensibiliser le grand public pour qu'il puisse comprendre que les êtres humains et la nature puissent coexister en harmonie et s'assurer qu'il y a ce lien direct vis-à-vis les êtres humains et la nature. Il ne s'agit pas donc de prendre en compte l'éducation formelle, mais également différentes autres formes de l'éducation, y compris l'éducation formelle. Nous accusons un peu de retard, mais peut-être que nous allons donc avoir deux autres questions. Continuez donc à apporter vos questions dans le chat. Les auteurs vont essayer d'y répondre. Eric, quels sont les résultats tangibles et transformateurs qui vont venir de ce travail et quel est l'impact plutôt que les recommandations auront vis-à-vis les décideurs, le processus décisionnel. En fait, nous présentons donc une conclusion vis-à-vis de cette évaluation et nous aimerions que ce travail ait un impact sur la prise de décision. Et c'est ça la beauté du processus IPBES, c'est un processus scientifique. Et bien sûr, en tant qu'auteur, nous croyons que cette évaluation permet de nous montrer ce qu'il faut faire, comment le faire, chercher donc à générer des conversations qui vont nous permettre d'avoir des résultats, avoir un impact. Au lieu, par exemple, de proposer une liste de stratégies d'action, il est important également de voir concrètement comment nous pouvons donc aborder les causes sous-jacentes. Nous sommes optimistes que ceci sera utilisé, surtout en ce moment où nous avons besoin de ces principes pour aborder ces causes sous-jacentes. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait apporter d'autres informations? Pour les auteurs vont continuer donc à répondre aux questions qui sont posées dans le chat. Notre étude, est-ce qu'il y a des outils qui ont été développés pour entreprendre des consultations préalables auprès des peuples autochtones et communautés locales de manière numérique et sécurisée? Est-ce qu'il existe ce type d'outils? La personne qui a... Oui. Je ne sais pas s'il existe des outils numériques, mais je sais qu'il y a un certain nombre de groupes qui travaillent sur les directives, les directrices, permettant de savoir comment travailler avec les peuples autochtones sur le savoir autochtone et local. Et il y a bien sûr des principes de soins pour respecter les communautés, les autorités, aux responsabilités. Et bien sûr, il y a un groupe au niveau des États-Unis qui ont élaboré ces principes sur le travail avec au savoir autochtone. Et le focus, c'est la manière dont ce savoir peut faire interface avec différents autres systèmes dans cette ère numérique. Encore une fois, continuez donc à poser vos questions dans le chat. Je suis sûr que les auteurs
y apporter des réponses. Nick, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Nous avons donc une pause de 5 minutes pour vous permettre de vous dégourdir un petit peu les jambes. Nous allons vous retrouver à 15 heures ou 3, c'est-à-dire dans 5 minutes exactes. Nous allons nous retrouver dans 5 minutes exactes. Une petite pause. Well, kia ora everyone. We hope you're back from your stretch and perhaps your glass of water. Just moving onto the next section of our webinar. Donc, nous allons passer à la prochaine partie du webinaire. Nous avons donc une série de 5 études de cas. Happy with the chat process that they're using it. Okay. So any questions? Put your hand up now, I guess. Si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser maintenant. Sinon, on va passer aux études de cas. The case studies. We're going to present just 5 examples of 5 case studies that align to what was brought into the report. So the first illustre le contenu du rapport. La première étude de cas a été réalisée par María-Elena Huambachano du Pérou. Elle est présentement à l'université Syracuse. María-Elena. Greetings, everyone. My name is María-Elena Huambachano. Bonjour, je m'appelle María-Elena Huambachano, professeur associé à l'université de Syracuse, et je vais vous parler des systèmes de connaissances du stressage. Donc, quand nous participons à ces conversations et ces dialogues, il est important de comprendre que les peuples autochtones et les communautés locales ont leur propre cosmovision, leurs perspectives sur le monde, leurs pratiques, les méthodes de recherche. Et il est aussi important de comprendre les dynamiques de pouvoir qui existent quand nous parlons des systèmes de tissage. Il faut tenir compte de l'éthique de l'implication. Il y a ces différentes perspectives qui existent, ces pratiques, et il faut élaborer un outil, un cadre afin d'offrir cet outil afin d'orienter la science, pour assurer que la science se fasse dans des contextes internationaux de manière utile et respectueuse pour les communautés autochtones. Donc, nous allons parler de ce
cas qui réunit deux systèmes de connaissances différents. Il s'agit de comprendre les différentes perspectives, les différentes cosmovisions, différentes positionnalités. Cette méthodologie a été élaborée pour assurer que quand nous travaillons avec les peuples autochtones, avec les tisseurs au Pérou ou en Nouvelle-Zélande, avec les communautés quechua au Pérou, que ce cadre nous permettra de bien comprendre les systèmes de connaissances des communautés autochtones et aussi de comprendre et reconnaître la valeur de ces systèmes, les mettre sur un pied d'égalité avec les systèmes de connaissances occidentaux. Nous devons comprendre comment réunir et mettre ensemble ces deux types ou ces différents systèmes de connaissances. Interprète s'excuse. Il y a une interruption. La reconnaissance, le respect. Et ce qui est redonné aux communautés. Il y a des interruptions du son, du signal audio. Nous avons perdu Maria-Elena Wambachano, je crois. It looks like we might have lost contact with Maria-Elena. I'm not sure. We wait for just a few more seconds, but if not... Nous allons attendre encore quelques instants. Well, we must have lost Maria-Elena from her location. Je crois que le signal de Maria-Elena est instable. Nous allons donc pour l'instant écouter la prochaine étude de cas. La prochaine étude de cas, c'est donc les coopératives d'huile d'argan au Maroc. Je vais présenter Khalid. Nous avons nous avons visité cette coopérative pendant le troisième dialogue et nous sommes reconnaissants envers Khalid et ses collègues. Khalid? Bonjour. Je suis très content de participer à ce webinaire et d'ailleurs, j'ai accompagné le groupe pendant les études qu'elle a fait au Maroc et le partage des informations, il est très, très important et très enrichissant. Alors, pour la question des coopératives d'argan et de l'arganier, comme vous savez, en bref, l'arganier, c'est un arbre endémique qui n'existe qu'au Maroc, mais à part l'arbre et son rôle dans la nature, comme stoppeur de désertification et aussi il participe à un microclimat exceptionnel dans l'anti-Atlas et dans toute la zone, dans le triangle où il existe, qu'il occupe jusqu'à aujourd'hui. Et un savoir-faire a été développé au niveau de la zone. Mais ce savoir-faire, il est détenu par les arganières, par les femmes avant la création des coopératives. Je dis, les femmes qui ont développé tout un savoir-faire millénaire et qui nous a donné une huile qui est la meilleure et qui est de loin la plus demandée ici au Maroc aujourd'hui dans le monde. Mais avec les changements climatiques, donc l'arganier souffre. Il souffre parce que ces dernières années, on a vécu une série d'années où il ne pleuvait pas vraiment
et on a perdu beaucoup d'arbres. Heureusement, cette année, le mois de mars, on a eu une belle pluie et automatiquement, les arganiers ils ont repris leur couleur verte et ça donne vraiment envie d'aller les voir. Mais malheureusement, il y en a qui ont souffert et qu'on ne peut pas plus sauver. Mais à part l'arbre, aujourd'hui, les femmes risquent de perdre leur savoir et leur patrimoine, parce qu'on parle ici d'un patrimoine international, mais local. Les autochtones, à cause de la mondialisation, on a mis l'argan dans les circuits internationaux et les grosses boîtes de cosmétiques, et ils s'accaparent maintenant le marché. Et le grand problème, c'est la matière première qui sont les amendements. Alors, il y a toute une centralisation de cette matière première dans les mains des grandes boîtes, alors que les femmes n'ont plus leurs moyens. Et la deuxième des choses, c'est que l'arbre en elle-même, il est en voie de disparition. Donc, il faut faire comment réconcilier à la fois l'économique, le social, qui est la femme, et l'environnement. Donc, tout le monde sait que c'est important. L'UNESCO, il a reconnu l'argan en 1998 comme réserve de biosphère. En 2014, il a reconnu les savoir-faire ancestraux comme patrimoine immatériel de l'humanité. Les Nations Unies, il a déclaré le 10 mai, journée mondiale de l'arganisme, mais tout cela, on donne plus l'importance à l'huile et on oublie la forêt. Et je le dis toujours, c'est l'huile qui cache les problèmes de la forêt. Et quand je parle de la forêt, je parle des autochtones, je parle de la femme aussi, qui aujourd'hui, il commence à perdre sa place, malgré le nombre important de la création des coopératives et le nombre important des adhérentes. Mais il faut agir de telle façon à ce que les femmes arganières reprennent sa main sur son patrimoine qui est les leurs. Oui. Yeah. Kia ora. Thank you for that. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant écouter la prochaine étude de cas de la Russie. Je vais présenter notre collègue Rodion Solyandzika. C'est une étude de cas sur le parc national Bikin. Et c'est un cas de co-gestion autochtone en Russie. Merci, confrère président. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'aimerais d'abord exprimer ma reconnaissance envers l'équipe de l'IBES de vos efforts pour la protection de la biodiversité et les écosystèmes et pour l'inclusion des connaissances locales et traditionnelles dans la gestion de la biodiversité. Désolé, ma caméra ne marche pas, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais vous présenter une histoire de réussite rare et remarquable qui donne de l'espoir et aussi qui permet d'instaurer la confiance en les institutions étatiques, la sphère universitaire et aussi entre eux et les peuples autochtones. Je parle du parc national Bikin, un exemple de cogestion autochtone, l'un des seuls exemples de ce type en Russie.
où il y a où l'espace pour les droits autochtones est exclusif, est assez restrictif. Bikin est un exemple qui ressort en Russie pour sa pertinence aussi mondiale pour en ce qui a trait à la conservation inclusive de la biodiversité. Selon UNESCO et son rapport, la combinaison de l'histoire de glaciation, le climat et le relief a permis le développement des forêts tempérées les plus riches et inusitées du monde. Et bien, c'est donc l'une des dernières forêts de cette ampleur dans l'hémisphère du Nord, où c'est un refuge pour la flore et la faune en voie de disparition et contient de la biodiversité d'importance nationale et internationale. Suivante, s'il vous plaît. La région de Bikin se trouve dans l'est de la Sibérie et c'est encore le territoire du peuple Udeg qui a son style de vie traditionnel basé sur la chasse, la pêche et la cueillette des produits non traditionnels. On protège ici la biodiversité, la forêt. On protège le tigre et d'autres espèces de mammifères. Par exemple, donc le tigre d'Amur, l'ours brun, l'ours noir des Himalayas. On lutte depuis 30 ans contre la coupe des arbres illégale par des sociétés russes et internationales. En 2015, après 3 ans de négociations, le gouvernement a accepté de créer un parc national. Cela a donné donc ouvert un nouveau chapitre de la conservation en Russie. Quels sont les principes clés? Quelle est l'approche de ce territoire? Au cœur du succès de Bikin est un modèle de cogestion basé sur le consentement donné librement au préalable et en connaissance de cause comme mécanisme du dialogue. Cela jette les bases pour la prise de décision inclusive. La création de la coalition de Bikin, qui comprend plusieurs secteurs, crée la base de l'action conjointe. Les règlements du parc comprennent des documents, des engagements qui favorisent les droits des peuples autochtones et qui aussi permettent les pratiques et les utilisations traditionnelles de la nature. Les structures de gouvernance comprennent donc la consultation des peuples autochtones, par la mise en pratique de la prise de décision participative. Quel est l'avantage de cette approche de gestion? L'avantage, c'est que, quels sont les avantages? 2 millions d'hectares de forêts de biodiversité sont protégés. Les connaissances et les pratiques de subsistance traditionnelles sont reconnues et respectées, et cela représente 70% des actions de conservation. La coupe des arbres, le braconnage et la surpêche ont été éliminés de cette région. L'emploi autochtone local est essentiel. 80% du personnel du parc proviennent des communautés locales et autochtones.
Une économie durable a été favorisée par le marché des produits non ligneux de la forêt. Et c'est devenu donc un moteur de l'infrastructure et du développement local basé sur la conservation. Un succès sur le plan de conservation. Cela témoigne également de ce qui peut être réalisé lorsque les peuples autochtones sont consultés et autonomisés. Diapo au final. Alors, quelles sont les leçons les plus importantes apprises? Il y a des défis, bien sûr. Et il s'agit tout simplement d'un écart exclusif. Cela ne montre pas des tendances qui ont réussi. Il est important de clarifier également que le parc national, en fait, connaît un certain nombre de défis. Il y a des négociations sur le plan élevé menées par les peuples autochtones qui permet donc d'avoir un accord, ainsi que la création des coalitions stratégiques qui nous ont permis d'avoir ce modèle résilient. Il y a également des mécanismes pour le partage des avantages et la participation qui sont respectés. Il y a également l'inclusion des peuples autochtones qui est faite de manière appropriée. Et il y a également la cogestion qui permet d'avoir des résultats positifs à la fois pour le peuple et la planète. Et ce parc montre un exemple puissant des possibilités. Cela démontre comment l'inclusion des peuples autochtones est appropriée sur le plan éthique, mais il montre également que c'est efficace sur le plan pratique. La cogestion permet également d'avoir des résultats beaucoup plus importants pour le peuple et la planète. Pour le succès et la durabilité dépend de notre volonté plutôt pour imaginer le contrôle et rééquilibrer le pouvoir, ainsi que l'inclusion des peuples autochtones, le leadership autochtone. Il ne s'agit pas seulement d'un cas de compromis, mais plutôt cela montre ce qui est possible. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette étude de cas. Nous allons passer au exemple suivant du Kenya. Nelson, qui vient aux zones de conservation de Maasai. Cette étude de cas a également été utilisée au niveau des évaluations. Merci beaucoup à Nelson Oleria, qui va donc nous partager cet exemple. Merci beaucoup. Je m'appelle Nelson Oleria de la zone de conservation Nashulai Maasai, qui est située au Kenya, comme vous pouvez le voir au niveau de cette étude de cas. Il s'agissait d'une étude de cas faite par le PNUD, où cette zone de conservation a été identifiée pour protéger les écosystèmes en voie de disparition. Et nous avons donc été soutenus par le PNUD pour faire cette initiative. Je voudrais maintenant parler de cette zone de conservation, ce que nous faisons face au déclin de la biodiversité que nous constatons partout dans le monde aujourd'hui. Alors, cette zone de conservation qui s'appelle Nashulai Maasai, c'est la toute première zone de conservation menée par les communautés autochtones au niveau de cette zone qui est près de la frontière du parc de Serengeti au Maasai. Cela a été créé par la communauté locale pour conserver leurs écosystèmes, préserver leur culture et également éliminer la pauvreté. Il s'agit d'un changement au modèle de conservation
permettant de changer le normative qui promeut la coexistence harmonieuse entre le peuple et la nature, créer un équilibre et l'harmonie entre la faune sauvage et les êtres humains qui doivent coexister pacifiquement, comme cela a été le cas depuis des siècles. Il s'agit vraiment d'un système de changement transformateur qui nous permet de faire face à la perte de la biodiversité de notre région, mais également de le monde. Avant la création de cette zone de conservation, la communauté s'est réunie après que nous ayons constaté de nos propres yeux la perte de nos terres à travers l'accaparement de terres, des couloirs de la faune sauvage. Il y avait donc la construction de clôtures, l'accaparement des terres par les puissants. Et la communauté s'est donc réunie pour donc créer collectivement cette zone de conservation au niveau de l'écosystème Mara-Serengeti. La communauté a donc répondu, mais la nature a également répondu. À partir du moment donc où on a démoli toutes les clôtures contre les parcelles de terre, la nature a répondu. La nature a commencé à se régénérer et la faune sauvage a donc réclamé ces zones, ces terres autochtones où ils existaient depuis des siècles. Et ceci a été rendu possible lorsque la communauté a tiré profit du savoir autochtone pour créer ce modèle de conservation. Alors, on est à un point de tournant très important où les communautés locales prennent le leadership en matière de conservation. Pendant la pandémie de COVID-19, notre zone de conservation a appuyé les communautés locales en lançant donc un programme d'aide alimentaire qui a pu donc donner denrées alimentaires à des milliers de personnes. Et les grandes zones de conservation, les parcs enfermés, et ils ont même arrêté de payer les redevances dues aux communautés au lieu de répondre à la crise de manière positive, avec une approche axée sur les populations. Alors, ce type de conservation s'appelle la conservation de forteresse. Malheureusement, la conservation de forteresse, la plupart du temps, n'est pas soutenue par les bailleurs. Le défi le plus important, c'est que le financement local pour le peuple autochtone n'existe pas. Le paradigme de conservation doit changer pour arrêter le système d'apartheid qui définit les structures existantes, comme vous pouvez le voir dans beaucoup de zones dans le monde, inclus chasser les communautés autochtones de leurs terres pour créer des réserves et des parcs pour le tourisme. Vous avez entendu de ceci au niveau des pays voisins où les communautés locales, les peuples autochtones sont chassés de leurs terres pour créer les sanctuaires des faunes sauvages pour les activités touristes, alors que les solutions telles que démontrées au niveau de cette zone de conservation, c'est de s'assurer que les peuples autochtones continuent donc à occuper leurs terres. Cela a été démontré qu'il est possible d'avoir la coexistence pacifique entre les êtres humains et la faune sauvage, comme cela a été fait depuis des siècles. Il y a
un certain nombre de mensonges qu'il faut éliminer de façon à pouvoir adopter la conservation par le peuple autochtone. Le premier mensonge qu'il faut surmonter, c'est le concept qu'il faut avoir le concept de terra nullius, c'est-à-dire le concept des terres avides et pour préserver la biodiversité. Il est important de faire cela avec les peuples autochtones. La solution, ce n'est pas donc de les chasser de leurs terres, mais plutôt de tirer profit de leur système de savoir autochtone pour créer des modèles de conservation qui soient basés sur la coexistence, telle que nous l'avons démontré au niveau de cette zone de conservation. Comme je l'ai dit auparavant, la conservation de forteresses, en fait, est liée aux relations entre les peuples. Et la plupart du temps, ce n'est pas basé sur l'exploitation des communautés. La zone de conservation de forteresses sont essentielles. La plupart du temps ne sont pas essentiels. Ils créent bien sûr des déséquilibres aux dépens des peuples autochtones. La conservation de forteresses a beaucoup de fonds, mais malheureusement ces fonds sont utilisés pour déplacer les communautés locales. Un autre mythe qu'il faut dépasser, c'est le fait que les peuples autochtones ne savent pas comment conserver leurs terres. En fait, les communautés locales, les communautés autochtones savent comment conserver leurs terres. Ils ne font pas cela seulement pour le tourisme, mais tout simplement parce que ce sont ces terres qui contiennent toute leur histoire. Ils ont donc une relation symbiotique avec leurs terres. Lorsque les communautés locales conservent leurs terres, ils font cela tout simplement parce qu'ils ont donc une relation symbiotique avec la terre et non pas seulement pour les profits, mais pour préserver leur système de savoir autochtone. Et les communautés locales ne conservent pas les terres seulement pour le tourisme, mais plutôt pour leurs moyens de subsistance, qui sont étroitement liés aux savanes. Déplacer ces communautés n'est pas une approche appropriée. Alors, ce modèle de conservation démontre que ce concept de coexistence est possible. Notre modèle tire profit du pouvoir des communautés, des peuples qui connaissent leurs terres et dont la vie dépend de ces terres. Les communautés derrière ce modèle sont considérées par l'ONU comme étant des gardiens de ces systèmes en voie de disparition. Le Maasai, c'est une petite communauté en fait qui vit sur leurs terres, qui coexistent pacifiquement entre la nature et les êtres humains. Et dans le passé, nous avons donc commencé, ou plutôt actuellement, nous avons commencé à élargir cette zone. Nous sommes en train de créer donc l'un des couloirs de la faune sauvage le plus long au niveau de l'écosystème Mara-Serengeti, à travers la forêt Loita, qu'on appelle la forêt de l'enfant perdu, qui va jusqu'au parc Amboseli, près du mont Kilimanjaro. Et ce désir, ceci a suscité un désir au niveau des différentes communautés voisines qui cherchent également à adopter ce modèle de conservation, étant donné que c'est une approche globale. Il y a beaucoup de communautés qui veulent participer. On se trouve donc à un tournant très important. Il ne s'agit pas seulement d'une conservation, mais plutôt un mouvement social. C'est un centre de connaissances, de savoir. Nous formons d'autres communautés pour voir comment ils peuvent adopter ce modèle au niveau de leur paysage. Et malgré tout ceci, nous faisons face à ce danger
étant donné que nous n'avons pas de financement. Il est important de décentraliser les mécanismes de financement qui se fait au niveau de grandes institutions, s'assurer que ces fonds arrivent sur le terrain, où les communautés apportent une différence importante. Il y a donc une opportunité à travers notre modèle de conservation. Il y a une opportunité pour un impact transformateur à grande échelle, surtout étant donné que les communautés locales se mobilisent pour protéger leur culture, pour protéger leurs terres. Et tous ces éléments sont interconnectés dans le cadre de notre travail. Nous avons donc attiré l'attention des grands acteurs. Nous avons donc gagné un prix important au niveau de l'ONU. Nous avons été cités dans beaucoup de documentaires. Nous avons été cités, appelés à partir dans différentes conférences pour partager notre modèle. Mais le capital manque, les fonds manquent. Les fonds sont canalisés ailleurs. La question que nous posons ici, c'est que les mécanismes de financement doivent être décentralisés de façon à ce que les communautés locales puissent bénéficier de ce financement et pour pouvoir donc créer l'impact dont nous avons besoin sur les initiatives de conservation menées par les peuples autochtones. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'études. Et beaucoup de gens qui ont mobilisé de fonds pour nous permettre d'aller de l'avant. Nous faisons face à une grande perte de biodiversité. Et s'il n'y a pas de réponse, nous allons donc avoir des conséquences graves. On ne peut pas continuer à travailler comme avant. Nashulai, c'est un exemple de cette action transformatrice. Je connais le peuple Maasai. Il n'y a pas moyen de faire progresser la conservation à travers tout simplement la création de sanctuaires de la faune sauvage pour le tourisme, tout en excluant les communautés locales. Les initiatives de conservation menées par les peuples autochtones sont importantes. Là, met les communautés au cœur de cette initiative pour préserver les écosystèmes, éliminer la pauvreté. Et voilà donc les principes que nous respectons au niveau de cette zone de conservation. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Nelson. Une étude de cas très complète. Nous allons passer à la dernière étude de cas. Je voudrais donc présenter Joseph Attodley au plan d'action ou de stratégie de plan d'action pour la diversité par les peuples autochtones. Cela est également lié au processus international. Merci beaucoup d'avoir partagé cet exemple. Et Josepha, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette opportunité pour partager le travail que nous faisons ici aux Philippines, surtout en ce qui concerne cette stratégie et plan d'action des peuples autochtones. Je m'appelle Josefa. Je suis donc une femme autochtone chargée de plaidoyer. Tout d'abord, je voudrais donc vous donner le contexte de cette initiative IPB-SAP. Et nous avons commencé en 2023 avec cette réalisation qui avait différentes organisations et communautés qui travaillaient sur la biodiversité et les questions relatives aux peuples autochtones au niveau des Philippines. Mais on ne travaillait pas ensemble. Chacun travaillait de son côté. Il n'y avait pas de coordination. À ce moment-là, et bien sûr qu'en même temps, il y avait cette situation où il fallait donc reconnaître le rôle des peuples autochtones dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans le pays. Il y avait beaucoup d'écarts en termes de politique. Lorsque le pays donc mettait à jour le plan et stratégie sur la biodiversité.
Il y avait également des écarts de manière générale en ce qui concerne l'engagement des peuples autochtones au niveau de la planification sur la biodiversité, la gouvernance, la mise en œuvre, le suivi, la reconnaissance de tous ces éléments. Alors nous avons commencé donc à nous réunir au niveau des différents ONG et pour voir comment nous pouvons travailler collectivement pour aborder ces écarts et partager le travail de plaidoyer, travailler ensemble vis-à-vis de cet objectif partagé que nous avons. Il y a eu donc des discussions de table ronde. Donc, voir un certain nombre. les discussions en table ronde sur la biodiversité ont offert un espace pour discuter d'enjeux d'importance, pour élaborer des recommandations, dresser une série de recommandations pour les décideurs politiques. Et finalement, cela a donné lieu à la coalition sur la biodiversité des peuples autochtones des Philippines. Il y a eu, entre autres, une résolution pour élaborer un plan d'action pour les peuples autochtones. C'est donc l'IPB-SAP, un document élaboré par les peuples autochtones des Philippines, 24 organisations qui communiquent nos en matière de biodiversité et nos contributions à la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Donc, nous avons un plan d'action avec une liste de cibles et d'activités qui visent à atteindre ces objectifs. Et tout cela basé sur les recommandations clés émanant de ces discussions en table ronde. Il y a des cartes des recoupements des domaines ancestraux et des aires de conservation de la biodiversité. Ce niveau de recoupement est de 75%. Le plan offre aussi un survol du paysage politique et financier du pays et comprend aussi des études de cas des Philippines et contient aussi des lignes directrices pour la mise en œuvre de la protection de la biodiversité dans les Philippines. Je vais présenter les recommandations qui font en sorte que ce plan soit un plan transformateur. Entre autres, le plan représente une vision de plan et de politique en matière de biodiversité qui est qui est porté par les peuples autochtones comme acteurs clés, basé sur des données probantes. Ce plan a été créé par des experts en matière de la biodiversité. Il s'agit aussi d'un exercice d'autodétermination des peuples autochtones. Maintenant, nous sommes en train de localiser le plan dans différentes communautés et nous découvrons que ce plan est utile et pertinent pour ces communautés au fur et à mesure qu'elles élaborent leur propre plan de conservation. Donc, ce plan reflète plusieurs des conclusions de l'évaluation de l'IPBES. Nous devons donc effectuer ce virage des structures et des pratiques du pays. En écoutant les valeurs et les connaissances des peuples autochtones qui sont transversaux, nous pouvons donc travailler sur la récupération de la biodiversité. Finalement, le changement transformateur, l'une des actions clés que nous proposons, c'est la localisation de ce plan afin de le rendre plus accessible aux communautés locales. Donc, il s'agit pour les communautés de prendre de ce plan ce qui est utile afin de renforcer leurs propres plans locaux, leurs actions locales
On espère aussi que ce plan va catalyser aussi une transformation plus large dans le pays de la conservation, des méthodes de conservation par le gouvernement et d'autres acteurs. Nous avons présenté ce plan au gouvernement et il a été bien accueilli. On espère donc que ce plan va catalyser la participation effective dans la conservation de la biodiversité et aussi l'appui financier de nos actions. Avant de conclure, je dois dire que notre espoir est que partageant ce plan avec d'autres peuples autochtones, d'autres pourront en retirer quelque chose, pourront donc s'inspirer ou puiser dans le contenu afin de profiter de ce que nous avons fait et de comprendre la raison d'être de ce plan et donc de s'en servir pour leur propre plan et leurs propres actions. Merci beaucoup. Je peux répondre à vos questions. Merci, Josefa. Donc, voilà donc les 5 études de cas. Nous avons perdu l'une des conférencières. Je vais lire le résumé de sa présentation. Donc, il y aura maintenant une période des questions. Utilisez le bouton Q&A si vous voulez poser vos questions. Donc, Marie-Hélène écrit c'est que il faut donc comprendre les acteurs, les institutions et les processus. Et donc, cela nécessite une bonne évaluation des connaissances des peuples autochtones et aussi les pratiques, les méthodes qui sont utilisées dans le contexte. L'utilisation de la recherche et des méthodologies autochtones est cruciale et elle donne l'exemple des tisseurs, des tisseuses dans 2 communautés au Pérou et en Nouvelle-Zélande. Et donc, un processus détaillé pour créer des méthodologies culturelles qui visent à collaborer avec les peuples autochtones et les espaces scientifiques internationaux. Alors, nous avons quelques minutes avant de devoir clore ce webinaire. Donc, avons-nous des questions? The questions that I can see mostly will be answered specifically by the presenters. But, donc, des questions. Josefa, quelqu'un pose une question sur le plan et si ce plan est intégré au NBSAP des Philippines. Nous sommes en train de voir le cadrage de notre plan avec le NBSAP. Le gouvernement l'a bien accueilli et a dit qu'il va intégrer ce plan dans le plan et la stratégie d'action nationale. Ce n'est pas encore clair comment ils vont le faire, mais ce plan est reconnu comme une contribution essentielle à l'atteinte des cibles par des acteurs non étatiques. Merci. Suivante, merci de votre rapport. C'est donc Gugu Sibanzi, merci beaucoup de votre rétroaction. J'ai hâte de les lire. Si vous avez d'autres questions, allez-y, vous pouvez les poser dans le chat ou dans le Q&A. Jusqu'à la fin du webinaire. J'ai maintenant je vais maintenant entamer
dernière partie. Peter? Merci beaucoup, Nick. Je me demandais aussi, il y a quelques questions dans le chat que l'on pourrait poser à Nelson, dont une question de Simon Natambo. Il se demande s'il y a des sites sacrés et naturels et où il y a des gardiens qui font des rites appropriés. Nelson, est-ce qu'on pourrait vous écouter à ce sujet? Oui, d'accord. D'accord, je peux répondre à cette question. Merci de la question, Simon. Oui, bien sûr. Bien des communautés autochtones, y compris les Maasai, comptent encore sur des cérémonies importantes qui permettent d'établir des sites sacrés. Par exemple, il y a une forêt qui s'appelle la forêt de l'enfant perdu. C'est le point de départ de chaque groupe d'aide. On se rend dans la forêt et on adopte des rituels. C'était donc la pratique à l'époque, mais maintenant avec la marchandisation des terres, certains de ces sites sont accaparés ou perdus. Sont accaparés des fins de tourisme ou d'investissement, et donc on perd ces sites. C'est un réveil matin pour les gens ou une alarme une alerte pour les gens qui essaient de protéger ces sites pour qui nous oblige en fait à réfléchir à ce que l'on peut faire pour protéger ces sites avant qu'ils soient perdus à plus jamais. Merci, Nelson. Donc, j'ai vu la question dans le chat. J'avais envie de vous la communiquer, de la poser avant la fin du webinaire. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les prochaines étapes. Les diapositives et la vidéo de ce webinaire seront disponibles sur le site web. Nous avons aussi un document auquel je viens de mettre un lien dans le chat qui présente les messages clés pertinents aux peuples autochtones et aux communautés locales, tirés du résumé pour les décideurs politiques et aussi des chapitres. Cela permet de rendre l'information dans l'évaluation plus disponible, plus accessible. Donc, veuillez les examiner. Les diapos et la vidéo seront aussi disponibles, mais ce document présente les messages tels qu'ils ont été approuvés et adoptés par les membres du comité de rédaction. Donc, c'est une ressource très utile pour les PACL et les gens qui travaillent avec les PACL qui aimeraient donc voir et comprendre ce qui a été accordé dans le cadre de ce processus. Nous allons aussi tenir un webinaire sur l'évaluation du changement transformateur et l'évaluation du nexus entre la biodiversité, le carrefour biodiversité, santé et eau. Nous voulons aussi intégrer d'autres discussions avec les décideurs politiques au niveau national, régional et peut-être aussi mondial, afin de voir comment ces évaluations peuvent influencer la politique. Donc, nous allons envoyer des courriels à ce sujet dans les prochains mois. Vous êtes chaleureusement invité à y assister. Il y aura aussi d'autres événements et d'activités autour des évaluations. Il y aura des ateliers pendant l'année à venir. Et encore là, on va vous tenir à l'affût de tous ces processus et toutes ces activités qui visent à
rehausser l'évaluation et à accroître son accueil favorable. Donc, si vous savez, vous avez des idées sur la bonne façon de le faire, on peut toujours vous rencontrer, établir une réunion avec vous pour parler de vos idées. À droite, vous voyez les autres activités de l'IPBES. Il y a un webinaire sur l'évaluation du Carrefour. Donc, Carrefour entre la biodiversité, la santé et l'eau. Le 15 mai, il y a aussi une série d'ateliers sur les scénarios et les connaissances locales et autochtones. Je ne vais pas vous les lire. L'évaluation du monde des affaires et la biodiversité au début de 2026. Ce sont donc les prochaines étapes et les autres activités dans le cadre de l'IPBES. Merci, Peter. Nous arrivons vers la fin et donc j'aimerais vous présenter des réflexions sur tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Donc, je voudrais comprendre un peu, vous donner quelques idées sur le rapport. Le changement transformateur est nécessaire et urgent, et possible aussi. Tout ce que nous faisons le rend possible. C'est un phénomène mondial, donc c'est quelque chose qu'il faut faire partout, bien sûr, de différentes façons et de différentes manières. Mais ce que vous devez retirer de ce webinaire, c'est que il y a des milliers de communautés au monde qui ont des connaissances locales et traditionnelles et autochtones qui peuvent nous aider à effectuer ce changement. Le changement peut se faire plus rapidement que ce que l'on pourrait imaginer. Les études de cas que vous avez entendues aujourd'hui nous donnent des exemples, autant d'exemples de cette réaction rapide et cette nécessité d'effectuer le changement. J'espère que vous avez bien profité de cette réunion et d'apprendre, que vous avez pu apprendre de ces gens. Tout cela représente une occasion pour se mettre ensemble et pour partager nos succès. C'est quelque chose qui caractérise beaucoup de communautés autochtones, c'est que nous aimons partager, nous aimons aider autrui, aider les autres. Les liens vers les rapports se trouvent dans le chat et nous vous encourageons à lire les rapports et à en profiter. Je vais donner la parole maintenant à Karen pour le mot de la fin et il y aura finalement une prière. Merci, Nick. Au nom de l'équipe des auteurs et tous les gens qui ont participé à l'évaluation, merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion aujourd'hui. Aussi, j'aimerais remercier les conférenciers et conférencières qui nous ont donné autant d'exemples de ce qui est possible et qui nous inspirent. Donc, j'ai hâte de vous rencontrer au webinaire de juillet. Encore une fois, merci beaucoup. Je vais terminer avec une démarche plutôt ou une approche plutôt autochtone. Nous pouvons reconnaître des rapports comme celui-ci comme un trésor. Je viens du sud Pacifique. Tout ce qui contribue à l'avancement de nos objectifs sont des composantes, des éléments chéris. Cela représente 3 ans de travail acharné. Et donc, c'est
C'est donc quelque chose dont on peut être fier et on aimerait donc vous souhaiter nos meilleurs vœux. Nous reconnaissons le rapport comme un trésor. Donc, dans la langue Māori, la langue de ma mère, donc on reconnaît que ce rapport représente un trésor. Donc, et aussi, nous vous souhaitons un bon retour, bon voyage, encore un mari. Merci à tout le monde.